8h20, merci d'avoir choisi Radio Pays et Pays Matin pour vous accompagner en ce jeudi 12 novembre 2020. Nous sommes très heureux de vous réveiller, de partager l'actualité avec vous et de vous permettre de la commenter, notamment à travers le supplément Pays auquel vous êtes conviés tous les jours entre 8h20 et 9h. Le numéro du standard, vous le connaissez quasiment par cœur. Si ce n'est pas encore le cas, vous le notez quelque part. Le 05 94 25 76 25. Également bienvenue à ceux qui nous rejoignent sur le Facebook Live de Radio Pays. Vous êtes de plus en plus nombreux à le faire et c'est une bonne chose parce que ça vous permet également de pouvoir commenter nos débats et d'enrichir celui-ci avec vos questions et même vos remarques plus que pertinentes. Aujourd'hui, nous parlons de ce recensement agricole qui a lieu tous les 10 ans et qui va s'adresser directement à nos agriculteurs. Comment va-t-il se passer? À quoi va-t-il servir? Et comment aurons-nous une projection de notre agriculture de demain? Ce sont parmi les questions que nous poserons à nos invités, notamment Pierre Papadopoulos, qui est lui le directeur de la DAF Guyane. Oui, Kylian, merci de cette introduction. On reçoit effectivement ce matin le directeur, j'emploie l'ancienne appellation de la DAF, direction de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt, mais c'est plus tout à fait ça, hein. Donc c'est une partie maintenant de la DGTM, après la réorganisation des services de l'État depuis le 1er janvier, et donc son collaborateur, monsieur Lambert, qui... En fait, et c'est lui qui va beaucoup nous répondre sur cette opération du recensement agricole, qui est une opération européenne d'ailleurs, hein, pas seulement locale, encore moins nationale, mais européenne, et qui n'a lieu que tous les 10 ans. Donc nous faisons ce matin avec nos invités un focus sur l'agriculture guyanaise. On anticipe déjà les résultats du recensement, et une fois n'est pas coutume, on parle agriculture ce matin sur Radio Pays. Je salue donc nos deux invités. Bonjour Monsieur Papadopoulos. Bonjour et merci de nous donner cette occasion de nous exprimer. Monsieur Lambert, devant le micro, s'il vous plaît. Bonjour à tous les auditeurs. Voilà, et si vous me permettez, monsieur le directeur, je vais commencer par votre collaborateur. Je crois qu'il est ici. Vous êtes ici tous les deux pour nous parler de cette opération de recensement. Alors, de manière très pratique, qu'est-ce que le recensement agricole? Comment il se déroule? À qui il s'adresse? Et vous êtes venu à l'antenne pour notamment avertir les agriculteurs qu'ils vont recevoir un certain nombre d'agents recenseurs? Oui, le recensement, c'est une opération statistique qui répond à un règlement européen et tous les États de l'Europe le réalisent en même temps. En Guyane, c'est une équipe de 50 enquêteurs 50 qui ira voir les 6500 agriculteurs de Guyane. 6500, on retient les chiffres. Et sur les 22 communes, c'est la seule opération qui est exhaustive sur les 22 communes au niveau recensement agricole et qui a lieu tous les 10 ans. Entre les 10 ans, nous allons voir que les enquêtés des communes du littoral, pour des questions évidemment budgétaires, et ça nous permet donc d'avoir une vision photographique, un diaporama de l'agriculture, donc qui va rester comme une image de l'agriculture guyanaise pendant 10 ans. Très bien de ces précisions. On reviendra peut-être sur les détails futurs, mais je voudrais maintenant m'adresser au directeur, au patron de l'État en charge donc du développement agricole de la Guyane, pour lui poser une question introductive. Comment se porte l'agriculture guyanaise? On se rappelle, oui, vous étiez déjà là, monsieur Papadopoulos, on se rappelle 2017, on se rappelle monsieur Hubert enchaîné à vos bureaux, on se rappelle les ballots de paille déversés devant votre direction. Ça fait un moment qu'on n'a pas vu ça. Est-ce que ça veut dire que tout va bien ou tout va mieux aujourd'hui dans l'agriculture guyanaise? Alors, bon, tout d'abord, en 2017, à vrai dire, je n'étais pas en Guyane. Et je suivais malgré tout ces événements qui étaient marquants au niveau national. Le fait est que l'agriculture guyanaise est probablement la seule en France, je dis bien en France, à l'échelle des 101 départements, qui est en expansion. Partout, dans tous les départements français, le nombre d'agriculteurs baisse, les surfaces baissent, la production baisse globalement. En Guyane, c'est pas le cas. C'est plutôt le contraire même. C'est même nettement le contraire. D'accord. Qu'il y ait de là à dire qu'il n'y a pas de problème, ce serait tout de même exagéré. Mais manifestement, on a un vrai développement et les observateurs s'accordent tous à dire que l'agriculture guyanaise est probablement le
le secteur d'activité où le potentiel de développement en termes d'emploi notamment est le plus important. D'accord. C'est intéressant effectivement d'avoir ce sentiment, d'avoir cette observation. Avant même donc le recensement, vous nous annoncez que nous sommes dans un monde agricole dynamique, que les choses se développent. C'est vrai que j'ai retenu ces 2 chiffres qu'a donné M. Lambert il y a peu, et que si on se réfère au dernier recensement, on est en hausse. Hein. On était un peu en dessous de 6000 exploitations et exploitants agricoles en 2010, et nous serions, vous anticipez déjà, allez, vous avez parlé de 6500 entreprises, et la surface agricole, la surface utile comme agricole, hein, c'est le terme technique, mais on va dire le nombre d'hectares qui est mis en valeur par des agriculteurs en Guyane de manière soit permanente, soit, on va revenir sur ce sujet-là, et s'élèverait à quoi actuellement? Vous avez parlé de 26 600, c'est ça? Alors, le recensement 2020 va avoir lieu, mais entre 2000 et 2010, la progression était de 3%. Déjà, oui. De surface agricole utilisée. Donc, actuellement, nous sommes dans la norme de 34 000 hectares. 34 000 hectares. Qui sont diffusés. Donc, il y a eu quand même une augmentation importante dans les 10 dernières années. Oui. Plus importante que les 10 précédentes. C'est ce que vous disait M. Papadopoulos il y a peu. Exactement. D'accord. Alors maintenant, revenons un petit peu sur quel type d'agriculture prédomine. Je voudrais quand même, juste à l'attention de nos auditeurs, parce que je vous dis, c'est rare, trop rare, qu'on parle d'agriculture au micro de Radio Pays, relever également un autre fait. Vous avez parlé du dynamisme de l'agriculture guyanaise, mais relever qu'à l'échelle, notamment des autres départements ultramarins, contrairement à ce qu'on peut penser, la surface agricole utilisée en Guyane est importante, le nombre d'agriculteurs est important et en croissance. Ouais. Je dirais, vous avez tout à fait raison, mais j'ai envie de dire que la caractéristique la plus importante, c'est qu'elle augmente. C'est qu'elle augmente, ce qui n'est pas le cas. La production agricole, la valeur de la production, c'est-à-dire le fruit du travail des agriculteurs guyanais, c'est plus que les Antilles, les 2 départements des Antilles réunis. D'accord. C'est c'est un petit peu moins que la Réunion, la valeur de ce qui est produit. Si on ne tient pas compte des aides. Oui. C'est donc le fruit de leur travail, qui est donc extrêmement important, et les Guyanais le savent trop rarement en réalité. Le fait est que nous importons peu de fruits et de légumes frais, par exemple. On en importe peu. Alors on les voit dans les supermarchés, on a l'impression de ne voir que. Mais en réalité, si on prend tout ce qui est produit et consommé en frais, on est à un taux de ce qu'on appelle d'autosuffisance, taux de couverture, qui est de 80%, qui est très important. D'accord, ça c'est la filière, effectivement, fruits et légumes, on est quasiment à l'autosuffisance, un terme quelquefois galvaudé. En termes de produits frais. En termes de produits frais, oui, s'entend bien, évidemment, on ne parle pas des conserves, on ne parle pas de surgelés. Notre gros handicap, parce que voilà, je ne veux pas non plus faire un tableau trop angélique, il y a les réalités. Le gros handicap, c'est qu'en Guyane, nous importons tous nos produits transformés pratiquement. Je schématise, c'est pas tout à fait vrai. Il y a aussi des gens qui transforment des produits en Guyane. Mais nous importons beaucoup de fruits, de produits transformés. C'est là-dessus qu'il va nous falloir beaucoup travailler, augmenter la production et la transformer. Il y a d'ailleurs une initiative ministérielle, interministérielle même, qui vient d'être prise avec la création d'un comité. Alors c'est le comité de la transformation agricole dans les Outre-mer qui a été installé par les ministres de l'Agriculture et de l'Outre-mer la semaine dernière, jeudi dernier, tout est exactement. Donc, qui va être redécliné donc au niveau régional. Donc en Guyane, on va avoir le nôtre, on va l'installer. Le préfet souhaite l'installer à l'issue des assises de l'Outre-mer, des assises de l'agriculture de Guyane, pardon. On va en parler. Donc, au mois de décembre, on va installer ce comité qui aura pour objectif de réfléchir justement sur comment on fait évoluer tout ce système, mais pas seulement le système guyanais. Parce qu'en fait, la Guyane est liée aux autres départements d'outre-mer. Les enveloppes de crédit sont globales. Je voulais y venir. Pour l'ensemble des outre-mer. Je voulais y venir, justement. Et nous allons devoir travailler avec nos collègues, on va dire, des 4 autres départements, pour voir un petit peu comment tout ça évolue. Mais on sait déjà un peu la fin des courses. C'est qu'on veut tous évoluer vers ce qu'on appelle la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire une forme de plus grande indépendance alimentaire. On l'a bien vu pendant la crise Covid,
c'était plutôt confortable pour nous d'avoir nos fruits et légumes sur place, n'est-ce pas? C'est clair. Justement, Pierre Papadopoulos, vous parliez de cette enveloppe commune au département d'Outre-mer. Pourtant, l'évolution, la vivacité du développement des exploitations agricoles et également des agriculteurs qui s'installent n'est pas la même selon le département. Aujourd'hui, nous en sommes où en 2020? Est-ce qu'en Guyane, on regarde d'abord ce qui se passe chez nous, nous sommes le département le plus actif en termes de développement, de création d'exploitations agricoles et également en termes d'agriculteurs qui se lancent dans le métier? En fait, il y a deux choses différentes dans votre question. Le nombre de personnes qui travaillent dans l'agriculture augmente, c'est indéniable. On a les données de l'ODEADOM, qui est l'office qui suit tout ça. Par contre, le nombre de gens qui s'installent avec les aides publiques, Tout à fait. il n'est, à mon sens, il est à améliorer, on va dire. Pas suffisant. Il est, à mon avis, pas suffisant. C'est-à-dire que beaucoup de gens se lancent dans l'agriculture, mais sans pour autant suffisamment bénéficier d'accompagnement. Ça signifie que le problème reste toujours l'argent. Oui, alors sur ce sujet, M. Papadopoulos, excusez-moi, hein, je complète la question de Kylian sur cette problématique de ce futur comité. Bon, est-ce que vous allez arriver, ainsi que les représentants de l'agriculture guyanaise, à lutter contre les lobbies de la banane et du sucre pour effectivement obtenir enfin une plus juste répartition donc, de ces fameuses aides, notamment en matière de transformation agricole? Alors, on n'est pas, nous, là pour se battre contre nos collègues des autres départements d'outre-mer, contre nos concitoyens français des outre-mer. Par contre, indépendamment de ce que eux feront chez eux, nous, on souhaite effectivement avoir ce qu'on appelle on appelle ça la convergence, on voudrait une progression des volumes d'aide qui rentrent dans ce département. C'est notre cheval de bataille. Depuis 2 ans que je suis dans ce département, c'est mon leitmotiv. Le préfet, le président de la CTG, on est tous sans cesse à remettre ce point-là. Vous êtes entendu par Paris? Oui. Oui. Clairement, ouais. D'accord, donc vous pouvez rassurer en tous les cas ceux d'entre eux qui se sont effectivement exprimés avant cette émission, rassurer ceux qui disent que demain, la Guyane pourra trouver sa juste part dans les aides à la fois françaises mais européennes en regard notamment de cette volonté d'atteindre la souveraineté alimentaire dans les DOM. Je ne peux pas dire oui, on va gagner cette bataille. Ce que je peux dire, c'est que oui, on va la mener comme on la mène déjà depuis pas mal de temps. Et ce que je peux dire aussi, c'est que oui, nos collègues des ministères, en l'occurrence le ministère de l'Agriculture et le ministère de l'Outre-mer, qui suivent ces sujets-là, sont tout à fait conscients à la fois de la situation et tout à fait conscients de l'impérative nécessité de la faire évoluer. De là à dire qu'on y arrivera, ça va être une bataille. Que faut-il faire justement pour gagner cette bataille? Eh bien, il va falloir, je dirais, convaincre aussi nos partenaires, nos collègues des autres départements, que la souveraineté alimentaire est peut-être plus importante que l'exportation. Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Le marché intérieur doit passer avant, effectivement, la satisfaction des besoins de notre marché. En 2020, on pensait que c'était quelque chose qui semblait logique, notamment, on l'a entendu dans l'émission de Dominique Dugent, qu'on a une autosuffisance au niveau des œufs en Guyane. Tout à fait. Oui. Voilà, donc c'est quelque chose qui laisse envisager beaucoup de choses. C'est possible. Ce genre de recensement qui permettent de créer en tout cas des schémas et de pouvoir construire demain, parce que le recensement, quel qu'il soit, sert à construire demain, peut également être un support pour dire voilà, il faut notamment apporter plus de soutien aux différentes filières agricoles, mais quelles qu'elles soient, pour aujourd'hui donner envie aux jeunes qui sont dans les différents lycées agricoles de Guyane de pouvoir se lancer, ne plus avoir cette peur qu'on entend souvent de la part des jeunes agriculteurs. Ouais, vous posez beaucoup de questions en fait en une. Vous abordez toute la question du développement agricole en réalité à travers votre question. Oui, ce recensement, il permettra de mieux comprendre comment fonctionne l'agriculture. On peut pas, c'est très compliqué pour nous. Vous imaginez bien défendre ce que vous venez d'évoquer, alors qu'en face on n'est pas très précis dans nos données. Il faut qu'on sache combien d'agriculteurs, qu'est-ce qu'ils produisent exactement, dans quelles conditions. On pense notamment à la petite agriculture, c'est-à-dire cette agriculture familiale, vivrière, jardins familiaux, appelons-la comme on veut. On l'appelle la petite agriculture. Il faut qu'on la connaisse beaucoup mieux. Sinon, on aura bien du mal à l'accompagner, à obtenir des moyens.
C'est à titre d'exemple. Exact. D'ailleurs, à ce propos, en anticipant les résultats du recensement, mais déjà, je pense que vous avez une idée, quelles sont les filières agricoles? On a parlé de la filière donc fruits et légumes, donc qui semble se porter bien, mais qui pourrait se porter encore mieux s'il y avait plus de transformation, si j'ai bien compris. Quelles sont les autres filières? Quelle est la situation de ces autres? On a parlé des œufs, mais enfin, derrière les œufs, il y a les volailles, par exemple. Quelles sont les autres filières? Quelles sont là où on doit porter ses efforts, ou quelles sont les potentialités des filières agricoles en Guyane? Vous l'avez dit, l'œuf, il est autosuffisant. Et pour des raisons de toute façon technique, c'est que importer des œufs par avion, c'est franchement pas très raisonnable. La filière végétale, on l'a évoqué, elle a cette perspective devant elle. Si les producteurs arrivent à s'organiser pour fournir les unités de transformation, on y viendra. Les agriculteurs ne peuvent pas individuellement le faire. Il faut que ce soit des groupes d'agriculteurs. La filière d'élevage sur laquelle aujourd'hui on mise le plus, celle qui a probablement et logiquement même le plus grand développement, c'est la filière volaille de chair, voire la filière porc. Ce sont les deux filières qui effectivement nécessitent peu de foncier. Oui. Il n'y a pas besoin de beaucoup de foncier par rapport notamment l'idée, c'est ça, c'est ruminants. Aux ruminants, vous avez besoin de beaucoup de foncier pour les bovins ou autres. Donc les deux filières sur lesquelles c'est vrai que on envisage de s'investir le plus. Nous, quand je dis on, c'est tous ensemble, les professionnels, les administrations, la collectivité, etc. C'est indéniablement la volaille et le porc. D'accord, la volaille et le porc, donc effectivement. Et en ce qui concerne, on est dans le mois de la viande, c'est ça, grosse opération de promotion faite par Intervig, et on les recevra. Donc en ce qui concerne la partie bovine, par contre, vous disiez qu'effectivement, il y a peut-être un problème d'accès aux surfaces agricoles, et peut-être un problème de financement aussi pour installer des éleveurs, ça coûte cher. Oui, c'est vrai que, je dis pas non plus qu'il n'y a pas de développement possible sur le bovin, mais puisqu'il faut hiérarchiser les choses, on en est là. Après, c'est vrai que c'est plus compliqué. Si vous voulez avoir un troupeau bovin, bien tout de suite, il va vous falloir plusieurs dizaines d'hectares assez rapidement. Et la mise en valeur des terres en Guyane, c'est compliqué. Ce ne sont pas des terres qui sont là depuis des milliers d'années. Il faut tout mettre. Revenons-en à un sujet que vous avez survolé. C'est le problème de l'installation des agriculteurs. C'est vrai qu'on a parlé de dynamisme du secteur agricole, mais on pourrait détailler en disant qu'il s'agit beaucoup de petites agricultures. On pourrait évoquer, on le fera peut-être tout à l'heure, sur la répartition géographique. C'est particulièrement l'ouest de la Guyane, on le sait peut-être pas assez, avec notamment la vallée du Maroni, qui sont effectivement aujourd'hui des gros pourvoyeurs d'agriculture guyanaise, quantitativement. Mais parlons de l'installation d'agriculteurs qui doivent en faire une profession. Des difficultés ont souvent été mises en avant d'accès aux fonciers, qui doivent être résolues par une SAFER, qu'on attend toujours. D'autres difficultés dans l'accès au financement, notamment l'insuffisance des dotations. Où en est-on de ces deux problèmes? Je vous rappelle que l'ex-président des jeunes agriculteurs de Guyane avait fait une action forte, on s'en souvient, donc sur ce sujet-là. Où en est-on de cette affaire? Alors, de ces affaires. Aujourd'hui, le sujet de l'installation se décompose en deux parties. Il y a la question du foncier et l'accompagnement des jeunes. Monter un dossier, etc. Sur la question du foncier, il est clair et que ça soit bien clair, je profite de l'audience que vous nous accordez, il faut que ce soit bien clair. Désormais, la quasi-totalité du foncier qui sera attribué d'une façon ou d'une autre va aller très largement à la priorité aux jeunes agriculteurs. D'accord. Je crois que maintenant... ceux qui sortent du lycée, des filières de développement et autres. Qu'ils sortent du lycée, c'est-à-dire avec les aides ou pas, mais en tout cas à des jeunes agriculteurs qui s'installent. Un jeune agriculteur, c'est jusqu'à quel âge? Alors, il y a plusieurs définitions. D'accord. Un jeune agriculteur vis-à-vis des aides européennes, c'est 40 ans. D'accord. Un jeune agriculteur, ça peut être 35, 47 selon le règlement. Mais pour moi, un jeune agriculteur, c'est aussi quelqu'un qui rentre dans l'agriculture. À la limite, je veux dire, on peut aussi... Métier principal, primo-accédant à l'agriculture, accédant n'est pas le terme. Donc, on souhaite clairement que sortir d'un système où c'était premier arrivé, premier servi, et ceux qui savaient un petit peu mieux se débrouiller, finalement, obtenaient... Ils raflaient tout. Maintenant, on veut vraiment organiser ça pour que, lors des commissions d'attribution foncière, où tous les systèmes... Ça sera un peu compliqué à expliquer, parce que c'est très technique, le foncier, en réalité. Très clairement, quand il y aura des hectares qui vont se libérer, ça sera vers les jeunes. À titre d'exemple, pour illustrer mon propos, on était, il y a quelques jours, à Regina, pour le démarrage de l'opération qu'on appelle l'opération Landau,
c'est-à-dire l'aménagement de 800 hectares, donc un gros morceau, 800 Oui, hectares, 800 pour hectares, Saint-Père. c'est une belle C'est surface. clair qu'on avait en face de nous des agriculteurs qui venaient chercher des terres, on leur a dit, non, Pas vous, pas vous, des pas nouveaux. vous. Ça sera globalement une trentaine de jeunes entre Regina, Saint-Georges, Cacao, Aura, tout ce Cacao, secteur. On n'est pas non plus, on va pas éliminer, mais des jeunes du secteur. Ils seront probablement une trentaine. Il y aura peut-être 600 hectares réellement productifs sur les 800, Oui. probablement. Voilà, ils auront globalement 20 hectares chacun. C'est tout. D'accord. Bah c'est effectivement une nouvelle intéressante et en tous les cas un éclaircissement par rapport à ceux qui voyaient les choses et qui continuent à avoir les attributions du foncier agricole comme étant, vous l'avez dit vous-même, premier servi, celui qui a le plus de réseau, bah, il a le terrain, ceux qui n'ont pas de réseau, ils n'ont pas de terrain. Deuxième question, toujours sur le foncier, avant de passer aux dotations des jeunes pour leur permettre de s'installer, ça fera le lien. Quand on parle là d'une opération comme celle de Regina, c'est une opération de foncier avec les voiries primaires livrées ou Oui. on leur donne un morceau de forêt? On remet en état, enfin c'est avec l'appui, enfin c'est l'EFAG, L'EFPAG, en public attendant la foncier SAFER, oui. agricole de Guyane, qui mène l'opération, donc et qui remet en état effectivement une voirie principale Qui existe déjà là, traverse, dans le qui cas existe précis. déjà, mais qui est remis, je dirais, au gabarit pour pouvoir être utilisé par les agriculteurs. D'accord, l'absence de la SAFER, de la création de la SAFER Alors, ne perturbe pas ce programme d'installation des jeunes? Il y a, là aussi, je vous remercie de me donner cette occasion d'exprimer. La question de la SAFER, SAFER c'est Alors, une structure. Voilà, c'est ce que j'allais Je dire. veux bien. Mais l'important, SAFER ou pas SAFER, ce qui est important, c'est que le droit de préemption soit mis en place, que le marché du foncier soit suivi, etc. Et que les attributions de terres soient faites avec une participation importante du monde agricole. C'est ça qui est important. D'accord. Après, que ce soit SAFER ou pas SAFER, c'est pas ça le sujet. Mais il faut vraiment que le droit de préemption soit mis en place. Mettez vos casques, messieurs, s'il vous plaît. Nous avons des appels ce matin en direct sur Radio Pays. Radio Pays, bonjour. Le casque, Oui. le casque. Oui, bonjour, monsieur, vous êtes en direct, on vous écoute. Alors. Oui. Oui, alors. Bon, là, mon Rachamé. Jean-Paul, tu as bien commencé l'introduction. Bonjour, monsieur. Mais Bonjour. il m'a pas répondu. C'est un terrain prêt à l'emploi, comme on fait en métropole, ou toujours il doit défricher, pour défricher le terrain, c'est l'agriculteur, le jeune agriculteur, qui doit mettre la main à la part. Parce que notre grand problème en Guyane, c'est ça. Nous, c'est une forêt primaire. C'est pas prêt à l'emploi. Donc, si je sors, j'ai difficilement, si j'ai pas un petit 100 000 euros, je peux pas m'installer. Ah, j'ai parfaitement conscience de ça. Hein. Je ne vous cache pas que c'était pour moi assez étonnant de découvrir effectivement ce système où pour s'installer, la difficulté est disons-le, considérable. Dans le système qui est toujours en vigueur, on est bien avec un système où les voiries sont mises en place, où les délimitations, les bornages et délimitations sont mises en place, mais où le foncier, effectivement, est remis aux jeunes avec, effectivement, encore la forêt dessus. Ce qui est, j'en conviens avec vous, pas tout à fait idéal. L'autre solution serait, comme vous le suggérez, parce que j'entends bien que c'est ce que vous suggérez, et c'est ce que l'on souhaiterait tous, ce serait que la forêt, effectivement, que le terrain soit mis en état de culture, mais à ce moment-là, de toute façon, ça aurait un coût. Alors, aux jeunes de le financer quand ils achètent les terres, comme c'est le cas d'ailleurs en métropole. Mais j'ai une solution pour cela. Vous avez l'école, on a une école d'agriculture et l'idéal c'est associer ce lycée avec aussi la menuiserie. Ça veut dire que une partie les jeunes vont défricher le terrain, donc ils vont apprendre le travail de bûcheron et compagnie, et ces jeunes-là vont faire ce travail-là et ça va revenir à moindre coût que ce soit le jeune qui veut s'installer pour pouvoir y aller. Au moins, ça permet 2 filières, même 3 filières de se mettre en fonction. Bûcheron, la menuiserie après par rapport à les types de bois, les types d'essence qui sera sur ce terrain-là pour pouvoir faire des meubles et compagnie, et ça permet à faire un mariage. Mais sinon, ça sert à quoi de donner un terrain? Il n'y a que ceux qui auront des terrains qui vont pouvoir encore s'installer. Donc ce jeune-là, encore une fois, il sera découragé, voir que ces 50 000 euros est déjà passé et qu'il n'a rien en retour en recette. Bonne fin de journée. Je vous Merci beaucoup. Encore un autre appel ce matin en direct sur Radio Pays. Nous sommes très nombreux auditeurs à vouloir vous poser des questions ce matin à Radio Pays. Bonjour.
Bonjour tout le monde. Bonjour Dan, comment ça va? Bonjour. Ça va. C'est le préfet qui est sur le plateau là. Le direct, Monsieur Papadopoulos, le directeur d'agriculture et de la forêt à la DGTM. Je pensais que c'était le préfet, parce qu'il a la voix du préfet. Et il l'apprend aujourd'hui avec vous. Merci Dan. Oui, d'accord. Alors la question. Qu'est-ce que j'allais dire? Mais lorsqu'il parle de technique, c'est très technique. Mais la chose, elle est simple. Hein? On demande à ce que les personnes concernées libèrent du foncier pour les jeunes agriculteurs. Moi, j'ai passé une formation, j'ai un diplôme là qui me regarde tous les jours et je n'ai pas la possibilité de m'installer. D'accord? La chose, elle est toute simple. C'est pas technique, non? Et puis, monsieur, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que vous en pensez des agriculteurs qui font de l'agriculture sauvage? Déjà, au Mont Mayuri à Montjoly. Qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Des personnes qui veulent s'installer, des personnes qui veulent faire de l'agriculture. Et puis, vous nous parlez que c'est très technique. Rien n'est très technique. Hein, merci Dan. Notre invité va tenter de répondre aux deux questions. Bon, on prend un dernier appel, comme ça vous pourrez répondre à la foulée à tout le monde. Radio Pays, bonjour. Bonjour, c'est moi. Bonjour, allez-y, oui, vous êtes en direct, c'est vous. Bonjour, donc moi c'est Alexandre Zobda. Oui, donc, vous étiez sur le net, monsieur Zobda. Ouais, j'ai écrit justement parce que moi ça me fait rire ce que les directeurs de la DAF racontent. Parce que bon, je vais vous dire rapidement, hein, j'ai un diplôme agricole de niveau 3, donc je suis un BTS agricole. Pour faire ma demande foncière, donc quand je suis revenu en Guyane, il y avait une petite place à la chambre d'agriculture. J'ai pris le poste. On me l'a donné, je sais bien parler et tout. C'est bien. J'étais conseiller agricole, donc mes collègues, c'était des gens de la DAF, notamment certains directeurs. Lorsqu'il y a les COSDA, les CAF, avec certaines personnes qui sont dans les COSDA, on n'a pas le droit de dire ce qu'il y a dans les COSDA, mais c'est pas grave. Dans tous les cas, moi, j'avais fait une demande foncière sur Montigny-Ritonégante. Donc oui, effectivement, comme j'avais tous les potes qui étaient là, effectivement, la chambre, hein, on sait ce qui se passe. Donc ils m'ont dit, ok, ouais, ça devrait aller. J'étais en COSDA, il y a l'un des collègues qui me dit, de toute façon, les héritiers de Toulouse, on n'en a rien à cirer, c'est pas eux qui décident, c'est l'État. Eh ben la DAF, qu'est-ce qu'ils ont signé? Le préfet a signé un refus, il est parti tout de suite après. On a changé de préfet. Donc quand ils disent que oui, on va installer des jeunes, j'en crois pas trop. Je vois plus des fonctionnaires s'installer plutôt que des diplômés. J'ai vu des diplômés devant moi, j'ai vu des centaines de personnes passer devant moi, ils n'arrivent pas à s'installer. Donc moi ça me fait un peu rire. Merci de ce témoignage, monsieur Zobda. Vos questions d'ailleurs étaient sur le net et j'avais l'intention d'en reparler avec le directeur. Bon, effectivement, nous avons eu plus 3 points de vue que des questions très précises, monsieur le directeur. Sur ce dernier témoignage, moi j'entends ce que vous avez dit sur le sujet il y a à peine quelques minutes. Sans porter, peut-être nous on le fera plus que vous, sans porter de jugement négatif sur la manière dont le foncier agricole était attribué jusqu'à aujourd'hui, vous souhaitez voir changer ce système, c'est bien cela? Bon, j'ai bien entendu les questions des auditeurs et celles que vous posez, et le doute effectivement qui subsiste, puisque tout ce que je dis, je comprends, est un peu abstrait. Alors, puisque faut être concret, désolé, j'ai pas d'autre solution que de rentrer un peu dans la technique. Allez-y. En fait, en Guyane, le système de gestion du foncier n'est pas celui qui prévaut dans le code rural et forestier français. On a un système différent. L'idée qu'on porte, le préfet l'a annoncé, alors manque de chance, on a eu le Covid, mais le préfet l'avait annoncé en fin 2019, ce qu'on appelle la mise en place de ce qui s'appelle le schéma des structures. C'est un truc, pardonnez-moi, qui existe dans toutes les régions de France, sauf en Guyane et à Mayotte. Mayotte parce que c'est jeune, et puis en Guyane parce qu'on avait un autre système. Donc, notre volonté, et pour tout vous dire, à 10h, j'ai rendez-vous avec la CTG pour réévoquer ce sujet avant de le réévoquer aux assises, c'est de mettre en place ce qui s'appelle le schéma des structures. Le schéma des structures, c'est quoi? C'est une réglementation qui définit l'ordre de priorité des terres. C'est-à-dire que vous avez ici, là, 4 hectares qui sont libres, il y a des candidats dessus, ils sont 4, 5, eh bien on prend les caractéristiques de ces candidats. Alors la priorité, normalement, ce sont les jeunes avec les aides, ensuite ce sont les jeunes sans les aides, ensuite ce sont les petits,
ensuite ce sont les bio, ensuite etc. D'accord. etc. Et pas les filières. Enfin bon, on va pas rentrer dans trop de détails, on n'a pas le temps. Mais merci de nous donner cette information sur la volonté de changer, donc vous l'entendez comme moi, changer les conditions et de rendre plus transparentes les conditions d'attribution de foncier qui font beaucoup de débats, faut bien le dire. Hein. Ouais. Venons-en à la partie financière, parce que notre auditeur nous a également dit, alors, bon, l'idée est éventuellement d'adjoindre au lycée agricole une section travaux publics, voire exploitation forestière et bûcheronnage, bon, pourquoi pas, mais enfin, il y a quand même des entreprises privées qui le font, et derrière tout ça a un coût. Le problème, c'est, me semble-t-il, plus ce problème d'enveloppe et de coût. Aujourd'hui, les dotations, la DJA en Guyane est fixée à... En fait, le problème, pardonnez-moi, il y a plusieurs montants, donc là aussi c'est un peu compliqué, mais autour de 40 000 euros. Mais en fait, le problème, c'est plutôt la difficulté qu'il y a à monter administrativement. Les dossiers ? C'est un dossier. Il faut reconnaître que c'est compliqué. Et on manque clairement en Guyane de ce système, je dirais, de cet environnement institutionnel constitué par les conseillers. On manque de conseillers. Mais là, vous jetez une pierre dans le jardin de la Chambre d'agriculture ou Chacun à sa place. C'est clair que, pour moi, je le redisais la semaine dernière au président de la Chambre d'agriculture, la priorité de la Chambre d'agriculture, la priorité au-dessus de tout le reste, c'est l'installation et l'accompagnement des jeunes agriculteurs. Tout le reste, s'ils n'arrivent pas à le faire... Donc vous mettez une pierre dans le jardin de la Chambre d'agriculture. Je dis pas ça comme ça, je dis que d'autant que la Chambre d'agriculture, on l'aide, moi je souhaite, on l'aide, et le préfet le rappelle régulièrement, on souhaite aider la Chambre d'agriculture à bien prendre sa place, et pour ça, il faut qu'elle, véritablement, elle mette le paquet, et on l'aide pour ça, et on l'aidera pour ça. D'accord, donc déjà, ça c'est pour avoir accès à ces 50 000 euros. Mais est-ce que c'est suffisant ? Parce que quand vous avez 4 hectares de forêt face à vous, prenez le... Non, mais là par contre, je suis pas d'accord, je dirais, avec le système. Quand on est chef d'entreprise, et là, je pense que ceux qui ne sont pas agriculteurs et qui nous entendent le comprendront, on a une mise de départ, et puis ensuite, on va chercher des partenaires. Mais on vous offre pas votre entreprise à clé en main, payée à 100%. C'est pas comme ça que ça marche. D'ailleurs, si ça marchait comme ça, vous tentez, ça marche pas, vous laissez tomber, vous recommencez, ça vous a rien coûté. Non, ça peut pas marcher comme ça. Vous avez une mise de départ qui est de 40 ou 50 000 euros. Déjà, en fait, c'est beaucoup plus que ça en réalité. Hein. Vous avez la DGA, plus les aides à la modernisation, etc., etc. On dépasse vite les 100 000 euros en réalité. Donc déjà, le monde agricole, les agriculteurs peuvent bénéficier d'aides, mais d'aides importantes, plus importantes que nulle part ailleurs, en France d'ailleurs. Hein. Y compris d'ailleurs les aides fiscales, je tiens à le dire, parce qu'elles jouent un rôle important dans les installations des... La défiscalisation est très importante, ça représente, on va pas rentrer là-dedans, encore un sujet très technique, mais le problème, c'est l'accompagnement. Pour vous, c'est ça le principal problème. Ah bah clairement. D'accord. Clairement. D'accord. Donc s'il faut mettre un effort, faire un effort, c'est sur ça. Pour vous, l'argent, entre guillemets, et là, peut-être, alors certains disent pas suffisamment, mais déjà, celui qui est là, il faut aller le récupérer, c'est difficile de le récupérer. Le problème, c'est pas tant l'argent. Les fonds européens, le FEADER, on en a beaucoup. On en a beaucoup, on utilise pour l'instant plutôt bien, en tout cas sur la partie agricole. Et là, on avait... Essentiellement pour les agriculteurs qui sont existants. Non, y compris pour ceux qui s'installent. On avait un peu épuisé nos enveloppes, on les a réabondées. Le problème n'est pas tant l'argent. Et d'ailleurs, ce problème de l'accompagnement administratif, c'est un problème qui existe aussi en métropole. Hein. D'accord. Nous ne croyons pas le contraire. Mais effectivement, c'est une des priorités. Si vous pouvez me permettre, parce que le temps avance, je voudrais quand même que vous puissiez nous donner quelques détails en avant-première, alors sans trahir les secrets de ce que vous avez discuté avec le préfet dans son bureau dans quelques minutes. Mais ces fameuses assises de l'agriculture guyanaise, quel est leur objectif ? Elles auront lieu quand ? Elles vont réunir qui ? Elles sont ouvertes à qui ? C'est pas avec le préfet, c'est avec la CTG là. C'est la CTG c'est la CTG qui est. C'est les bureaux qui décident. Avec qui on travaille sur ce sujet. Voilà. Le but finalement, un peu, je sais pas si il est avoué ou non avoué, mais le but, c'est surtout de réunir les acteurs. En fait, des idées, des projets. On en a plein, de l'argent, on en a, du foncier, on en a. Mais on souffre d'un mal, je dis on parce que je me mets aussi dedans, on se met nous dedans aussi. Il faut que les acteurs guyanais soient beaucoup plus unis. On voit bien comment fonctionnent nos amis d'autres départements d'outre-mer, et vous le savez bien. Ils font leurs affaires entre eux, ils s'arrachent les cheveux entre eux. Et dès qu'ils ont un interlocuteur extérieur... Là, ils sont tous unis. Eh oui.
Et nous, voilà, c'est bien ça. Alors, faut pas non plus... Deuxième pierre dans le jardin, cette fois-ci des organisations professionnelles. Ouais, enfin, on y est tous. Non, mais écoutez, nous l'avons déjà dit à cette antenne. Je veux pas jouer la dissension, que ce soit pour la Chambre d'agriculture ou les organisations professionnelles, l'état dans lequel elles sont aujourd'hui, les services de l'État y ont aussi leur part. Si nous, aujourd'hui, on arrive à les réunir, c'est qu'on aura bien fait notre job. On a tous une part de responsabilité et je ne veux surtout pas, et je sais que le préfet il le répète souvent, on ne veut surtout pas jouer Pierre contre Paul et Paul contre Michel, surtout pas, et pas nous, puisque c'est le contraire qu'on veut. D'accord, donc et ces assises, ça pourrait être donc faire passer ces messages-là pour arriver à une nouvelle dynamique. Le point de départ du rassemblement de tous les acteurs dont vous parliez. En tout cas, c'est une étape supplémentaire, parce que ça fait un moment qu'on y œuvre, une étape supplémentaire pour rassembler tout le monde agricole. Nous en reparlerons ensemble dans une prochaine, on aura plaisir à vous recevoir à nouveau, parce qu'on n'a pas fini de parler d'agriculture au micro de Radio Pays. On vous remercie, Monsieur Papadopoulos. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'agriculture dans la DGTM. Je suis le directeur général adjoint de la DGTM. En charge de Direction générale des territoires et de la mer, et qui rassemble l'ADEAL, la DAF et la direction de la mer. Et vous êtes en charge de l'agriculture, entre autres. L'alimentation, pas de la forêt. Si, un peu, mais la forêt aussi. Mais pas que, en réalité. On parlera de la forêt, il y a des choses intéressantes à dire. Merci à Monsieur Lambert aussi. Merci beaucoup. Rappelez-nous le recensement, donc à partir de quand D'aujourd'hui. D'aujourd'hui à fin avril 2021. Je rappelle que les 50 enquêteurs sont là pour vous poser des questions simples. Comment ils sont identifiés? Ils ont une carte? Ils ont une carte professionnelle. Ils ont été choisis. N'importe qui ne rentre pas dans l'exploitation. Ils ont été choisis localement dans chaque commune pour correspondre. J'insiste aussi sur le fait que sur 2 communes qui sont Camopi et Papaicheton, eh bien nous manquons d'enquêteurs. Donc c'est peut-être un problème Covid, non? Je vous ai pas posé la question, mais je sais que vous êtes marqué par la Covid aussi. Ça va être difficile. Un peu. Et que les questions seront simples et que nos enquêteurs ont été choisis aussi parce que ils parlent les langues régionales. Camopi et vous cherchez des enquêteurs pour Camopi et Papaicheton. Allez, au cas où il y a certains qui n'ont rien d'autre à faire ou qui voudraient s'investir en faveur des agriculteurs de leur commune, adressez-vous. On s'adresse chez vous? Au service statistique, au 05 94 29 63 60. Voilà, vous avez retenu le numéro de téléphone, c'est aussi ça Radio Pays. Aussi ça, service. on fait tout. On suit Dominique. Dominique merci beaucoup, messieurs, d'être venus. Dominique Dujean qui va s'installer pour nous